Alors nous avons étudié la charge, entre guillemets, d'un circuit contenant soit un condensateur, soit une bobine, et puis une résistance qui peut modéliser un ensemble de résistances, par exemple des résistances internes. Donc on a vu que dans ces deux circuits, qu'on peut appeler RC et RL, eh bien, le condensateur et la bobine ont deux comportements qui sont un peu opposés, ou on pourrait dire complémentaires aussi. Pour le condensateur, eh bien, au début, il y a un fort courant, alors que la tension du condensateur va augmenter rapidement, puis va tendre vers son asymptote, qui, dans le circuit RC, est la valeur de la tension du générateur. Et puis pour la bobine, donc c'est le contraire. La tension commence à la valeur de la tension du générateur, E, et puis diminue jusqu'à 0, alors que l'intensité circulant dans la boucle, eh bien, elle augmente jusqu'à atteindre sa valeur maximale, son asymptote. Donc on peut dire que le condensateur va avoir tendance à retarder l'établissement de la tension, alors que la bobine va avoir tendance à retarder l'établissement du courant. Du coup, naturellement, on peut se demander qu'est-ce qui va se passer si je mets les deux ensemble. Donc je vais essayer de voir ce qui se passe lorsque je vais essayer de charger un circuit qui contient et un condensateur et une bobine. Alors est-ce qu'il y en a un qui va gagner sur l'autre? Est-ce qu'il va y avoir un truc particulier parce que ces deux sont ensemble? Donc c'est ce que nous allons voir. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va négliger toutes les résistances. Alors ça, c'est un point qui est loin d'être évident parce que d'habitude, quand on néglige quelque chose, eh bien on doit le négliger devant autre chose. Par exemple, quand en mécanique, en terminale, vous négligiez les frottements, c'est qu'en fait, on considérait que la force de frottement était suffisamment petite devant toutes les autres forces, donc typiquement le poids, par exemple, pour une chute, que donc on pouvait considérer que l'action des forces de frottement avait une incidence très très faible devant l'action du poids, et donc pour avoir une première idée de la trajectoire relativement précise, eh bien, on pouvait oublier les frottements. Alors ici, le problème, c'est que dire on néglige les résistances, on ne peut pas négliger les résistances devant la bobine ou devant le condensateur. Il faudrait pouvoir négliger une grandeur caractérisant les résistances par rapport à la même grandeur caractérisant bobine et condensateur. Donc, par exemple, la tension. Pour dire, je néglige les tensions aux bornes de toutes les résistances devant les tensions de la bobine et du condensateur. Alors ça, c'est pas évident du tout. Donc tout ça pour dire qu'on va oublier les résistances pour le moment, c'est pour pouvoir mieux se focaliser sur l'action que vont avoir bobine et condensateur mis ensemble. Mais du coup, on va avoir un résultat qui va être limité, disons, d'un point de vue des vérifications expérimentales. Il va y avoir un truc, on va voir, qui expérimentalement ne paraîtrait pas très physique. Donc ça veut dire qu'on ne pourrait pas, du coup, le trouver expérimentalement. Donc on en reparlera à la fin. Mais d'abord, il y a une résolution qui est un petit peu longue, parce qu'on va voir que mathématiquement, en passant des circuits RC-RL au circuit LC, eh bien, on monte d'un niveau. Fondamentalement, ça ne change pas, mais bon, voilà, la résolution est un peu plus longue. Alors, allons-y. Donc ici, générateur de tension, on oublie résistance interne, bobine, on oublie résistance interne, et le condensateur. Donc à t égale à 0, on allume le générateur, ou alors à t égale à 0, il y a un interrupteur dans le circuit, et on ferme l'interrupteur. Donc, pour t supérieur à 0, une fois que c'est lancé, il va y avoir un courant avec une intensité que je note petit i et que je prends conventionnellement dans ce sens-là. Du coup, je vais prendre les tensions aux bornes de la bobine et du condensateur en convention récepteur. Voilà. Ensuite, j'écris la loi des mailles, s'il n'y en a qu'une. Donc E égale UL plus UC. Et donc, il faut que je fasse un choix ici. Je vais choisir une des deux tensions, UL et UC, à étudier. Bon, en général, on prend UC. Donc, je vais chercher à exprimer UL en fonction de UC. Donc, première étape, je vais déjà remplacer UL par sa caractéristique. Donc, on sait que UL, en convention récepteur, c'est L dI sur dt. Bon, on n'a pas encore fini, parce que donc ici, j'introduis l'intensité I, qui est elle aussi une inconnue. Donc, il faut que j'aille plus loin.
j'utilise le fait que l'intensité qui coule dans la bobine est la même que l'intensité qui rentre dans le condensateur, et du coup l'intensité qui rentre dans le condensateur est liée à la tension du condensateur par I égale C DUC sur dt. Donc je peux remplacer I là-dedans, et ça me fait L fois la dérivée temporelle de C fois la dérivée temporelle de UC. Ensuite, la capacité a priori est une constante, il n'y a pas de raison qu'elle varie, donc je peux la sortir de la dérivée, la mettre en facteur, et donc on se retrouve avec LC fois la dérivée de la dérivée temporelle, c'est-à-dire la dérivée temporelle seconde, donc de UC, plus UC est égal à E. Voilà donc la nouvelle équation différentielle portant sur la tension du condensateur dans ce circuit qu'on appelle LC. Alors comme d'habitude, on aime bien faire apparaître des grandeurs caractéristiques du circuit. Donc on a d'habitude fait apparaître des temps caractéristiques, mais ici, on n'a pas une dérivée première par rapport au temps. Donc ça veut dire que LC n'est pas un temps. On pourrait dire que LC est un temps au carré, pour pouvoir compenser le dt au carré au dénominateur, pour qu'on ait bien une tension ici, c'est-à-dire la même dimension que ce terme-là et ce terme-là. Donc on pourrait poser LC égale T carré. Bon, tau carré, pardon. Bon, il se trouve que, quand on va résoudre le problème, eh bien, c'est pas un temps qui va être intéressant, mais c'est une pulsation. Parce qu'on va avoir, malheureusement je dois spoiler en posant ça, on va avoir quelque chose qui va osciller. Donc on va chercher à poser une pulsation caractéristique du circuit qu'on va noter oméga 0. Et donc une pulsation, je vous rappelle, c'est la dimension d'une fréquence. Donc c'est l'inverse d'un temps. Or, on vient de dire que LC, donc je ne connais pas la dimension de L, je ne connais pas la dimension de C, mais je m'en moque. Uniquement en regardant les quadifs, eh bien je vois que L fois C, aussi compliqué soient les dimensions de L et de C, eh bien L fois C, ça doit être un temps au carré. Voilà. Donc on voit bien que, eh bien, pour pouvoir poser oméga 0, eh bien déjà il va falloir que je le mette au carré pour avoir un temps au carré. Donc oméga 0 carré, ça va être l'inverse d'un temps au carré. Donc du coup, pour avoir un temps au carré, il faut que je prenne l'inverse. Donc on peut poser que oméga 0 carré, donc qui est l'inverse d'un temps au carré, eh bien ça va être l'inverse de LC. Du coup, je peux réécrire les quadifs. Je remplace LC par 1 sur oméga 0 carré. Voilà. Et en général, on aime bien nettoyer devant la dérivée d'ordre le plus haut, donc je vais enlever ce terme-là, donc je vais multiplier tous les termes par oméga 0 carré, et ça va me donner une équation différentielle de cette forme-là. Donc la dérivée seconde de la grandeur qui nous intéresse, plus oméga 0 carré fois la grandeur qui nous intéresse, est égale à oméga 0 carré fois E. Il faut bien penser à multiplier aussi à droite par oméga 0 carré. Ça, c'est une erreur assez commune. Voilà les quadifs. Donc, elle est linéaire. Il n'y a pas, par exemple, de UC au carré, UC au cube, etc. Il n'y a que des opérations linéaires. Elle est avec second membre, puisqu'il y a oméga 0 carré E. Et elle est du second ordre, puisqu'il y a une dérivée seconde. Alors, comme on l'a fait jusqu'ici, on va pouvoir ne pas faire la méthode mathématique un peu longue et compliquée avec solution particulière, solution homogène. On garde ça pour un peu après. Pour l'instant, on essaie de le faire un petit peu entre guillemets à la physicienne, c'est-à-dire d'essayer d'anticiper physiquement ce qui se passe. Enfin, physiquement. En tout cas, de donner un sens à cette équation différentielle. Donc, ce qu'elle dit, cette équation différentielle, c'est que quand je prends la fonction UC que je cherche, eh bien, il faut que cette fonction UC, eh bien, lorsque je la dérive deux fois, puisse se compenser avec elle-même, puisque le second terme, c'est UC. Donc il va falloir que la dérivée seconde de UC plus quelque chose fois UC puisse, entre guillemets, s'annihiler, et qu'il ne reste plus qu'une constante, puisque le membre de droite est une constante.
Donc, qu'est-ce que je peux prendre comme fonction du temps qui est capable de se compenser avec sa dérivée seconde? Eh bien, on l'a déjà vu en début d'année, les fonctions sinusoïdales. Puisque la dérivée seconde d'une fonction sinusoïdale, c'est l'opposé de cette fonction sinusoïdale. Enfin, en tout cas, c'est proportionnel à l'opposé de cette fonction sinusoïdale. Alors, je vais dire première méthode, parce qu'on va voir qu'il y en a une seconde méthode, plus générale, on va dire. Donc, on va poser que UC est une fonction sinusoïdale. Alors, une fonction sinusoïdale, mais la plus générale possible. Parce que l'idée, à nouveau, c'est que quand on cherche la fonction qui vérifie les quadifs, eh bien, on va essayer de ratisser le plus large possible pour être sûr de tomber sur la bonne. C'est un peu comme si, dans une série policière, il y a un cadavre à trouver. Bah, l'idée, c'est que vous n'allez pas restreindre tout de suite une toute petite zone de recherche, parce que sinon, bah, vous allez tomber à côté. Au contraire, vous allez ratisser large, et puis au fur et à mesure, vous allez essayer de préciser la zone dans laquelle retrouver le cadavre. C'est pas rigolo, mais c'est une analogie comme une autre. Donc du coup, on prend la fonction sinusoïdale la plus générale, c'est-à-dire une amplitude quelconque, multipliée, donc puisque c'est l'amplitude, donc multipliée par le cosinus ou le sinus, hein, ça revient au même qu'on prenne un cosinus ou un sinus. Ensuite, une pulsation quelconque. Donc cette pulsation, je vais l'appeler par exemple comme ça, grand oméga. Alors pourquoi grand oméga? Parce qu'ici j'ai un petit oméga. Voilà, oméga t. Et puis une phase à l'origine quelconque. Donc phi. Clac. Donc voilà la fonction sinusoïdale la plus quelconque. Mais attention, on a dit qu'il fallait que cette fonction sinusoïdale et sa dérivée seconde se compensent en laissant une constante. Or, si j'ai juste une fonction sinusoïdale, bah, ça va se compenser, mais il n'y aura pas de constante. Donc il faut également que je prenne une constante dans ma fonction. Voilà, donc voilà comment on le fait un petit peu en le sentant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant injecter cette solution dans les quadifs, on va voir si ça marche. Et là où les conditions sur ce qu'on a posé pour que ça marche. Donc, pour injecter, on a besoin de calculer la dérivée seconde de UC. Donc, lorsqu'on fait la dérivée première, eh bien, K s'en va, puisque c'est plus une constante, donc cette constante s'en va. Quand on dérive le cosinus une première fois, allez, on va le faire, ça fait longtemps, enfin quelques mois. Donc le a ici reste devant, puisque c'est une constante, mais elle multiplie la fonction. Donc ça ne vaut pas 0, hein, elle reste. Ensuite, cette fonction, c'est une fonction qui est composée. Donc il ne faut pas juste faire la dérivée du cosinus, il faut d'abord faire la dérivée de la fonction à l'intérieur. Donc ici, la fonction à l'intérieur du cosinus, c'est une fonction affine. C'est comme si on avait ax plus b. Donc la dérivée, c'est juste a. Donc ici, la dérivée de oméga t plus phi par rapport au temps, eh bien, la dérivée, c'est juste oméga. Donc il y a oméga qui sort, et maintenant je fais la dérivée du cosinus, qui est moins sinus. Donc moins sinus de quoi? Eh bien de la fonction ici déjà prise dans le cosinus. Voilà donc la dérivée première. Dérivée seconde, même principe, a et oméga sont des constantes qui multiplient la fonction, donc elles vont rester. La dérivée du sinus, donc ça va faire sortir oméga, et la dérivée du sinus, c'est plus cosinus. Donc la dérivée seconde, ça va être moins, parce que lui, il reste aussi, moins a oméga carré, puisqu'il y en a un deuxième qui sort, fois cosinus oméga t plus phi. Voilà. Donc maintenant, du coup, je peux injecter dans les quadifs et vérifier si cette solution générale est bien solution des quadifs. Donc, premier terme, c'est la dérivée seconde, donc ça fait moins a oméga carré cos oméga t plus phi. Ensuite, plus oméga 0 carré, fois UC, donc on remplace également UC qui est là. Alors attention de bien mettre une parenthèse. Donc A cos oméga t plus phi plus K. Et ça doit être égal à chaque instant à oméga 0 carré fois E. Ensuite, donc comme on a déjà fait dans tous les autres cas, on va essayer de ranger un petit peu ça pour pouvoir faire une identification des deux termes. Donc pour ça, je vais avoir besoin de distribuer ici
le terme oméga 0 carré. Et donc on se retrouve avec, alors c'est sur l'autre diapo, donc faites pause et faites-le par vous-même. Donc je vais avoir deux termes avec le cosinus, un terme avec moins a oméga carré, et oméga carré, oui, et l'autre avec plus a oméga 0 carré. Donc finalement je peux mettre a cos en facteur, et je vais avoir facteur de grand oméga carré, plus, enfin moins grand oméga carré, plus oméga 0 carré. Donc a cos oméga t plus phi, facteur de, on a dit, oméga 0 carré moins grand oméga carré. Voilà, et ensuite, il reste quoi comme terme? Il reste oméga 0 carré fois k est égal à oméga 0 carré fois e. Et voilà. Et donc comme d'habitude, on identifie les constantes et on dit qu'il y a une fonction temporelle à gauche, il n'y en a pas à droite. Donc la seule solution pour que ça soit vrai, c'est que tout ce terme-là soit nul. Or, a est différent de 0 forcément, sinon la solution est nulle. Le cosinus ne peut pas être égal à 0 à chaque instant. Il peut être égal à 0, mais ça, il faut que ce soit vrai à chaque instant. Donc c'est pas lui qui est égal à 0. Donc finalement, c'est la parenthèse qui doit être nulle. Et on identifie également donc les deux constantes, donc oméga 0 carré k égale oméga 0 carré fois e. Voilà, et on en déduit lambda carré est égal à oméga 0 carré et k est égal à e. Alors ensuite, oméga est une pulsation, donc on a oméga égale plus ou moins oméga 0, mais vu que c'est une pulsation, elle est positive. Donc la seule solution physique, c'est oméga égale oméga 0. Alors mathématiquement, c'est possible d'avoir un grand oméga négatif, mais en fait, physiquement, ça représente la même chose. Et ensuite, donc, k égale e. Voilà. Donc comme d'habitude, j'ai trouvé des informations sur les paramètres. Donc, non, pardon, déjà, première chose, donc, c'est bon. L'équadif est vérifié avec la solution qu'on a testée. Donc du coup, elle est bonne. Mais elle est bonne pour certaines valeurs des paramètres. Donc, je peux conclure, en ayant injecté la solution générale, c'est que UC de t doit être égal à A cos, donc grand oméga, qui est maintenant petit oméga 0, et oméga 0, c'est 1 sur racine de LC. Donc ce terme-là, qui va être la pulsation, elle est donnée par les valeurs de L et de C, donc par les caractéristiques des dipôles. Donc c'est une pulsation qui va être caractéristique du circuit. Ce n'est pas nous, expérimentateurs, qui allons pouvoir faire varier oméga 0 comme on veut. À partir du moment où on a choisi les valeurs de L et C, eh bien ce oméga 0 va être fixé. Donc plus phi, plus grand K. Non, du coup, ce grand K, c'est E. Voilà. Alors, par rapport au circuit RC et RL, eh bien on voit qu'ici, il nous reste deux constantes. Aïe, aïe, aïe. Donc, s'il y a deux constantes à déterminer, on va avoir besoin de deux conditions initiales. Et donc, rappelez-vous, lorsqu'on était dans le circuit RC, on avait utilisé comme condition initiale la continuité de la tension du condensateur. Donc, on va pouvoir le refaire ici, puisqu'on a un condensateur. Et dans le RL, on avait utilisé la continuité de l'intensité. Donc là, on a une bobine, donc on va pouvoir aussi utiliser la continuité de l'intensité. Donc c'est parti. Donc les conditions initiales, ce sont UC à t égale à 0 est égal à 0 par continuité, et I à t égale à 0 est égal à 0 par continuité. Alors oui, UC vaut 0 parce que l'hypothèse, c'est qu'au départ, le condensateur est déchargé. Donc deux conditions initiales. Ah oui, mais comment je fais pour les appliquer? Parce que j'ai UC, mais j'ai pas I. Donc comment je fais pour appliquer la condition initiale sur I? Ça veut dire qu'il faut que je détermine d'abord I de t. Alors pour déterminer I de t, il y a plusieurs moyens. Le plus simple, c'est d'utiliser I égale C DUC sur dt. Puisqu'on connaît UC, donc comme ça on en déduit I. Bon, c'est pas très compliqué. Le E s'en va, donc ça va faire C fois A, fois la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur, donc
oméga 0 fois moins sinus. Voilà. Donc ça, c'est I à chaque instant, qui contient lui aussi deux inconnus, A et phi. Mais je vais pouvoir utiliser les conditions initiales sur I. Et du coup, vu que I et UC contiennent tous les deux A et phi comme inconnus, eh bien les deux conditions initiales sur UC et sur I vont me permettre de trouver les valeurs de A et de phi. Donc allons-y. J'écris le système de conditions initiales donc, en remplaçant à gauche les valeurs de UC I at égale à 0, c'est-à-dire 0 et 0. Et à droite, donc, je vais remplacer dans les expressions de UC et de I de t le temps par 0. Donc ça fait A cos phi plus E, et l'autre ça fait moins CA oméga 0 sinus phi. Pouh, ça n'a pas l'air très simple tout ça. On va commencer par la deuxième. Alors, pourquoi la deuxième? C'est parce qu'on voit qu'elle est plus simple, parce qu'il n'y a que des produits ici, et l'ensemble vaut 0. Donc quand il y a un ensemble de produits qui vaut 0, bon, c'est assez simple. Alors pourquoi c'est simple ici? C, c'est la capacité de condensation, donc forcément elle est différente de 0. A est également différente de 0, puisque sinon ça fait une fonction qui est constante, et ça physiquement on sait que c'est pas possible. Oméga 0 c'est 1 sur racine de LC, donc ça ne peut pas être égal à 0. Donc finalement, la deuxième équation nous donne sinus phi égale à 0. Alors il y a une infinité de possibilités, même dans l'intervalle moins pipi, il y a deux possibilités pour sinus phi égale à 0. Bon, bah, il se trouve en fait qu'on peut en choisir l'une des deux, et puis ça va impliquer une valeur pour A. Donc en fait, si on choisit une valeur de phi, ça nous donnera un certain A. Si on choisit l'autre valeur de phi, ça nous donnera une autre valeur de A. Mais les deux résultats seront les mêmes. Vous pouvez vous amuser à le faire. Vous prenez l'autre valeur de phi et vous verrez que le résultat final est le même. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le plus simple. Pour que le sinus soit nul, donc le sinus dans le cercle trigo, c'est la partie, c'est en gros l'ordonnée. Du coup, pour que le sinus soit nul, il faut que l'angle soit nul, ou soit égal à pi. Donc nous, on va prendre 0. Voilà. Donc ça va faire phi est égal à 0. Et donc, puisque phi est égal à 0, eh bien, je peux le remplacer dans la première ligne. Ça fait A cos 0 c'est 1, plus E. Donc on en déduit que A est égal à moins E. Voilà, donc on a trouvé les deux inconnues restantes. Donc maintenant, on est content, on peut remplacer dans l'expression de UC et on obtient donc la solution du problème. C'est-à-dire qui vérifie les quadifs et en plus vérifie les conditions initiales qui sont donc les conditions physiques du problème. Donc c'est UC de t est égal à E facteur de 1 moins cosinus oméga 0t avec oméga 0 est égal à 1 sur racine de LC. Voilà. Alors, avant de regarder du coup graphiquement ce que ça donne, pour avoir une idée du coup de ce qui se passe physiquement, que fait UC, eh bien, on va regarder la deuxième méthode mathématique de résolution de l'équadif. Alors, je vais aller un peu plus vite. Alors, l'idée est la suivante, c'est que quand on a une équadif qui est linéaire, une solution qui marche tout le temps, c'est l'exponentielle. Puisque l'exponentielle, sa dérivée c'est elle-même, donc sa dérivée seconde c'est elle-même aussi. Donc selon ce qui est à l'intérieur, eh bien, je risque de réussir à compenser la dérivée seconde avec la fonction elle-même. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais poser, au lieu de poser le cosinus, et le sinus, je vais poser que UC est une exponentielle. Alors pareil, une exponentielle la plus générale possible. Donc A exponentielle RT. Plus constante. Toujours pour la même raison, hein, c'est qu'il faut qu'il reste une constante quand la dérivée seconde et la fonction se compensent. Bon, donc la dérivée seconde, je vais vite, on dérive deux fois, donc ça va faire sortir 2 fois r, donc ça va être AR carré exponentielle RT, plus rien du tout, puisque k, la dérivée fait 0. Donc on injecte, ce qui donne donc A r carré exponentielle rt plus oméga 0 carré fois uc, donc ça fait
fois a exponentielle rt, ne pas oublier la parenthèse, plus k, est égal à oméga 0 carré fois e. On range, on met ensemble, ça fait a exponentielle rt facteur de r carré plus oméga 0 carré plus oméga 0 carré k est égal à oméga 0 carré e. Donc ces deux termes-là, je vais vite, ça va donner k égale e. Et maintenant, donc, je vais m'intéresser à ça. Donc il faut que ça soit égal à 0, à nouveau, parce que j'ai rien qui dépend du temps à droite. A ne peut pas être nul, exponentielle ne peut pas être nul, donc on obtient r carré que je cherche, plus oméga 0 carré est égal à 0. Alors là, attention, il y a une erreur classique, c'est d'écrire ça. Alors là, je vous dis attention, donc ça vous paraît évident et vous vous dites peut-être bah non, j'aurais jamais écrit ça de ma vie, quand même. Bah, souvent, si, parce qu'on est fatigué, parce qu'on ne fait pas attention, parce qu'on est content d'être presque à la fin, mais ça arrive très très souvent d'écrire ça. Donc évidemment, il y a un moins, et ça change tout. Parce que du coup, R, c'est ce que je cherche, mais le fait que R carré soit positif ou négatif, bah, ça change beaucoup de choses, parce que oméga 0 carré, c'est un réel positif, donc ici, R carré est un réel négatif quand c'est moins oméga 0 carré. Du coup, qu'est-ce qui, mis au carré, est négatif? Eh bien, c'est un imaginaire pur. Donc R est imaginaire pur. Alors, pour le voir plus facilement, bah, le moins ici, je peux le remplacer par I carré ou J carré. Bon. Il se trouve qu'en électrocinétique, vu que I c'est l'intensité du courant, on préfère utiliser la lettre J pour le complexe, enfin pour l'imaginaire pur. Donc ici, on a J carré égale moins 1. Voilà. Donc on a R carré égale J carré oméga 0 carré. Et donc on a envie de dire, bah cool, donc maintenant R vaut J oméga 0. Top. Sauf que, si vous faites ça, eh bien vous aurez une incohérence à un moment donné. Alors, pourquoi? Eh bien parce que déjà, ça voudrait dire que UC est une fonction imaginaire. Donc, quand vous remplacez R par J oméga 0, ça ferait UC égale A exponentielle J oméga 0t plus K. Donc ça veut dire que pour la majorité des temps, eh bien UC est une fonction complexe. Alors pardon, j'ai dit imaginaire, c'est complexe. Puisque ça fait exponentielle J oméga 0t, et donc il y a du cosinus oméga 0t plus I sinus oméga 0t. Donc physiquement, on ne sait pas trop ce que ça veut dire une tension complexe. Et c'est normal, la tension, elle doit être réelle, hein, c'est quelque chose qu'on est capable de mesurer, notamment avec un oscilloscope. Donc déjà, ça, c'est pas possible. Alors, c'était pas facile à deviner. De plus, si vous appliquez les deux conditions initiales avec R égale J oméga 0, eh bien, vous arriverez à une impasse. Vous aurez une incohérence. Donc certains d'entre vous l'ont fait, n'hésitez pas à le faire, ça ne marchera pas. Alors pourquoi ça ne marchera pas? C'est parce que quand on a R carré égale J carré oméga 0 carré, en fait, il y a deux solutions. Et ces deux solutions sont, comment dire, il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Il n'y a pas de raison d'en garder une plus que l'autre. Parce que ici, de toute façon, c'est imaginaire pur, donc que ce soit plus J oméga 0 ou moins J oméga 0, le fait que ce soit moins J oméga 0, c'est pas grave, physiquement, ça ne change rien. On a deux imaginaires purs. Donc, il ne faut pas choisir, en fait. Il faut garder les deux. Alors, garder les deux, ça se traduit comment? Bah, ça se traduit qu'en fait, il va y avoir deux exponentielles. Une avec J oméga 0 et l'autre avec moins J oméga 0. Et pour être sûr d'être très très général, alors là, je le fais vraiment avec les mains. Évidemment, un prof de maths vous fait des démonstrations parfaites au poil. Bon, là, c'est vraiment juste pour sentir un petit peu. Donc du coup, je vais avoir deux exponentielles, une avec J oméga 0, l'autre avec moins J oméga 0. Et puis pour être sûr donc, que c'est très général, eh bien, je vais prendre des deux exponentielles qui n'ont pas forcément la même amplitude. Donc du coup, je vais dire que la solution mathématique, la solution générale de l'équadif, eh bien c'est UC de t égale A exponentielle J oméga 0t plus B exponentielle moins J oméga 0t plus E. Après, vous pourrez peut-être vous dire, ouais, mais le type là, il nous a dit que ça allait pas parce que UC était complexe, mais là j'ai UC qui est aussi, enfin tout à l'heure, là, quand j'avais que J oméga 0, il nous a dit que c'était complexe, donc c'était un problème, mais là j'ai toujours quelque chose de complexe. Bah en fait non. En fait non, parce que
quand vous avez une somme de deux exponentielles dont les arguments sont opposés, eh bien ça sent une fonction trigonométrique. Et en plus, vous savez laquelle, puisqu'on l'a démontré plus haut. Donc en fait, exponentielle j oméga 0t plus exponentielle moins j oméga 0t, ce n'est pas complexe. Ça a l'air complexe, mais ce n'est pas complexe. Alors, finissons quand même. Donc il reste à trouver ici A et B. Donc j'applique les conditions initiales, mais avant d'appliquer les conditions initiales comme tout à l'heure, je vais avoir besoin de I de t, puisque je vais avoir la condition initiale sur I. Donc de UC, je dérive I grâce à I égale C dUC sur dt en convention récepteur. Donc je dérive UC. Ça va faire A qui va rester. Ensuite, je dérive exponentielle. Donc d'abord, il y a la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais attention, c'est pas juste oméga 0, c'est J oméga 0 qui multiplie T. Donc c'est J oméga 0 qui sort. Ensuite, pour B, eh bien, ça va donner B fois moins J oméga 0. Et le E n'existe plus. Voilà pour I. Donc, il me reste à utiliser les conditions initiales, comme tout à l'heure. Donc, ça, c'est les conditions expérimentales. Et maintenant, j'écris le résultat lorsque je remplace t par 0 dans les expressions. Donc, UC, ça va faire A exponentielle 0, pardon, ça fait juste A. B exponentielle 0, 0, ça fait juste B, plus E. Et la seconde, ça fait donc C fois AJ oméga 0 fois 1 moins BJ oméga 0 fois 1. Voilà. À nouveau, je commence par la deuxième qui est la plus simple. Donc C ne peut pas être égal à 0, ça se simplifie. Là, j'ai J oméga 0 que je peux mettre en facteur, ça ne peut pas être égal à 0, donc je peux le simplifier. Donc j'arrive à A moins B égale à 0, c'est-à-dire A égale B. Ce A égale B, je peux l'injecter dans la première ligne. Donc par exemple, je peux remplacer B par A, et j'obtiens donc 2A plus E est égal à 0. Donc A égale B est égal à moins E sur 2. Je remplace, je suis content, je remplace dans UC de T, je me dépêche parce que la vidéo est longue, donc ça fait moins E sur 2 exponentielle J oméga 0 T, plus moins E sur 2 exponentielle moins J oméga 0 T, plus E. Je peux mettre moins E sur 2 en facteur, et là, vous vous souvenez de l'ami Euler. Ça, exponentielle A plus exponentielle IA moins exponentielle moins plus exponentielle moins IA, donc je reprends, exponentielle IA plus exponentielle moins IA sur 2, c'est égal à cosinus A. Donc ici, tout ça, c'est cosinus A, c'est-à-dire cosinus oméga 0t. Et on retrouve bien la même chose qu'avec la première méthode, avec laquelle donc on supposait déjà que la solution était sinusoïdale. Alors je ne sais pas laquelle vous paraît la plus simple, et voilà, on arrive à la même chose avec les deux, mais de toute façon, il fallait quand même faire celle avec l'exponentielle, parce que du coup, la prochaine leçon, eh bien, présentera une équatif qui est encore plus compliquée, et pour laquelle le cosinus ou le sinus ne seront pas solution. Donc ça, il faudra forcément utiliser l'exponentielle. Donc autant s'habituer tout de suite. Allez, dernière chose, donc le graphique de tout ça. Donc pour ça, on peut regarder UC à t égale à 0. Ça vaut 0. C'est logique, c'est la condition initiale. Pareil, I à t égale à 0, ça vaut 0. Alors, oui, c'est vrai que j'aurais dû aussi en déduire l'intensité. Du coup, I, c'est C fois la dérivée, donc ça fait CE oméga 0 sinus oméga 0t. Voilà. Donc le sinus le I vaut 0 à t égale à 0. Et alors d'habitude, on regarde l'asymptote à t qui tend vers l'infini. Sauf que là, asymptote, il n'y a pas. On a deux fonctions sinusoïdales, donc ces fonctions ne s'arrêtent jamais, elles continuent à osciller. Donc du coup, on va avoir donc, une fonction sinusoïdale plus une constante.
Donc la fonction sinusoïdale va varier entre moins e et plus e. Et du coup, l'ensemble, moins e et plus e, mais l'ensemble va être translaté de plus e. Donc du coup, au lieu d'être en moins e, entre moins e et plus e, ça va être entre crac 0 et 2e. Okay, puisque l'ensemble est translaté de e. Ça, c'est pour UC. Et pour I, par contre, on a une amplitude fois un sinus, donc on va avoir quelque chose qui va osciller autour de 0. Donc si je fais le graphe rapidement, ou que c'est moche, donc UC en fonction du temps, donc ça commence à 0, je vais placer E, parce que du coup, ça va être la moyenne, et donc on va avoir quelque chose comme cela. Bon, on va faire la simulation juste après, ça sera sûrement bien plus beau. Voilà, bon, c'est un peu moche, effectivement. Du coup, on a quelque chose de sinusoïdal, qui va être caractérisé par sa période, et la période, rappelez-vous, c'est 2π sur oméga. Donc ici, 2π sur oméga 0, puisque la pulsation est oméga 0. Voilà, et donc là, ça va jusqu'à 2e. Et puis l'intensité, elle, donc c'est pas du tout la même échelle, hein, mais on va quand même le faire sur le même graphe. Donc c'est un sinus, donc, alors avec un moins ou pas? A priori, il n'y a pas de moins, donc bah, ça va faire un truc comme... donc il est max quand le cos vaut 0, donc ça va faire ça. Oh là 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 là, de plus en plus beau. Ok, bon, hop, on va vite faire la simulation. Voilà, donc en tout cas, quand même pour conclure, on est ici dans le chapitre des régimes transitoires. Et du coup, en fait, vous allez faire pause avant que je réponde à la question. Est-ce qu'on peut dire que le régime transitoire se... Enfin, pardon. À quel instant peut-on dire que le régime transitoire se finit? Pause, regardez. Et bien du coup, ici, il ne se finit pas. Puisque on excite, enfin, on alimente le circuit avec une tension constante. Donc quand le régime transitoire se finit, qu'on arrive à un nouveau régime stable, ben, théoriquement, toutes les grandeurs électrocinétiques devraient être constantes, puisque le mètre, on va dire, est constant. Le générateur de tension est constant. Donc la fin du régime transitoire, ça devrait correspondre à UC égale constante, I égale constante. Or ici, ça continue une éternité. Alors pourquoi? Pareil, pause, réfléchissez. Revenez au début de la vidéo 30 minutes ou 45 minutes avant, je sais pas. Eh bien, c'est parce qu'on a mis de côté les résistances. En réalité, tout, donc le générateur, bobine, même un petit peu le condensateur, tout ça, ça a des résistances internes. Donc, ce régime transitoire qui dure un temps infini, c'est en fait une grosse approximation parce qu'on a négligé les pertes. Donc en réalité, la présence des résistances, eh bien, vont amener le régime transitoire à se finir. Donc ça veut dire qu'on peut imaginer que les oscillations, au lieu d'être toujours identiques, eh bien, elles vont diminuer au fur et à mesure. Et puis au bout d'un moment, eh bien, la tension sera stable à E et le courant sera stable à 0. Ça, c'est ce qu'on verra dans la prochaine grosse leçon. Alors pour finir, juste pour être sûr, petite simulation. Donc c'est tout simple, on a fait le circuit LC. Hop, on lance, on ferme l'interrupteur et on regarde. Allez, ferme-toi. Tac. Voilà, donc tension du condensateur, tension de la bobine et intensité qui sont en train de se dessiner sous vos yeux ébahis. Donc en vert, ici on a le condensateur. Donc on voit bien qu'il varie entre 0 et 20 volts.
Donc c'est logique, puisque la tension du générateur, c'est 10 volts. Donc ça varie bien entre 0 et 2E, comme on avait prévu. Ensuite, en rouge, ici, vous avez l'intensité. Donc, elle est bien déphasée de pi sur 2 par rapport à la tension du condensateur, comme on l'a magnifiquement fait sur notre graphique. Et puis en rouge, vous avez ici la tension de la bobine. Si j'arrive à la... Allez. Pourquoi j'y arrive pas? Non, j'y arrive pas. Voilà. La tension de la bobine qui, elle, va varier entre moins E et E. Alors, comment le montrer? Eh bien, il suffit, puisqu'on a UC, bah, si on veut UL, il suffit de faire une loi d'émail, enfin, reprendre la loi d'émail. E égale UL plus UC, donc du coup, UL, c'est E moins UC. Et du coup, vu que UC varie entre 0 et 2E, eh bien, UL varie entre moins E et E. Voilà, donc tout est cohérent entre la simulation et notre formidable résolution. Ça y est, c'est enfin fini.